Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. C'est l'heure du journal de la CAN et avec nous sur ce plateau pour commenter les matchs du jour, Hervé Kouammo et François Pinet. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors on connaît les deux premiers qualifiés en quart de finale qui s'affronteront d'ailleurs la semaine prochaine. Il s'agit de l'Angola et du Nigeria. Et on va commencer par parler du match des Super Eagles qui affrontaient le Cameroun. Les Nigérians se sont imposés sans trop trembler, 2-0 avec un doublé d'Ademola Lookman. On a quand même remarqué une différence de niveau entre les deux équipes. Hervé, François, on a hâte d'écouter votre analyse, mais on va d'abord rejoindre notre envoyé spécial à Abidjan, Cédric Ferreira. Bonsoir Cédric. On imagine que les supporters des Lions indomptables sont très déçus. Et les quelques supporters du Cameroun qui étaient présents dans ce stade, Félix Houphouët-Boigny que vous voyez derrière, étaient bien entendu déçus par la prestation des Lions indomptables. Cette rencontre a été à l'image de ce qu'ils ont proposé depuis le début du tournoi. En fait, la victoire contre la Gambie qui a permis de se qualifier en huitième de finale a donc été un sursaut qui a duré un match. Il y a une statistique qui résume de toute façon la prestation camerounaise, 0 tir cadré. Il n'y a pas besoin d'être un expert en football pour savoir que quand on ne tire pas en direction du but, eh bien, on n'a aucune chance de marquer. Mais même dans le jeu, le Cameroun a eu la possession du ballon, 58%, mais une fois qu'ils passaient la ligne médiane, les Camerounais, ils avaient bien du mal à enchaîner des passes, à se mettre en bonne position de frappe ou même de centrer. Il faut aussi souligner la bonne performance du Nigeria qui a été très très bien organisée, mais il manque peut-être du talent du côté du Cameroun. Il y a eu le retour quand même en fin de match de Vincent Aboubakar, de retour de blessure, mais il n'a eu aucune action à se mettre sous la dent. C'était vraiment un retour pour le symbole. On va sûrement reparler dans les prochaines heures, dans les prochains jours de cette sélection composée par Rigobert Song. Notamment, je vise ici l'absence de Eric Choupo-Moting, qui est quand même l'un des meilleurs attaquants camerounais du moment. Il n'a pas été retenu pour des problèmes visiblement avec le staff, mais l'absence d'un tel joueur aurait bien aidé les Camerounais, notamment par exemple à conserver le ballon dans le camp adverse. Merci Cédric Ferreira, on reviendra vers vous dans quelques instants. Je me tourne vers vous, François Pinet. Le Cameroun a été décevant, mais est-ce qu'on pouvait vraiment s'attendre à mieux ? J'ai envie de dire qu'au vu des 3 matchs que l'on avait vus en phase de poule, non, on n'est pas vraiment surpris de la performance camerounaise, même s'il y a eu, comme l'a dit Cédric, effectivement ce sursaut et cette folle fin de match contre la Gambie. Et c'est vrai que la qualification tenait finalement du miracle. Le problème de cette équipe camerounaise, c'est qu'il n'y a aucun fond de jeu. Cédric aussi a rappelé effectivement l'absence de Choupo-Moting. On ne comprend pas pourquoi il n'est pas là. Pourquoi on a fait appel à Aboubakar, qui n'a absolument pas pu jouer avant le petit quart d'heure aujourd'hui. On a bien vu qu'il n'était pas en forme. Donc c'est sûr que moi, j'ai toujours pas compris comment jouait l'équipe du Cameroun de Rigobert Song. Là, à nouveau, par exemple, Castelletto était à nouveau arrière droit, comme lors du premier match. La défense a toujours bougé. Il y a eu des changements constants. Et j'ai toujours pas compris. Donc peut-être que Hervé va nous expliquer parce qu'il les connaît bien. Hervé, expliquez-nous alors. Non, donc on arrive à payer la facture de toute cette improvisation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. Aujourd'hui encore, un nouveau système défensif. Ça semblait être sur le papier une défense à 3. Finalement, effectivement, Castelletto qui se retrouve à jouer arrière. Et ça s'est payé puisque Oumar Gonzalez, qui n'avait joué finalement qu'un bout de match, se retrouve titulaire. Et aujourd'hui, en grande difficulté face au pressing nigérian. Oui, il fait l'erreur. Et donc, voilà, je veux dire qu'en réalité, il n'y a pas eu de choses proposées. À force de tâtonner, à force de rechanger, à force de penser que tout se jouait finalement en termes de communication, les Lions indomptables ont oublié de créer du jeu, de créer un groupe, de créer un collectif. Et pour moi, l'entrée d'Aboubacar est synonyme et symbole de ça, parce qu'il n'a pas poussé, il n'a pas la capacité d'accélérer, donc en fait, il ne servait à rien sur la rencontre. Mais on s'est dit que ça ferait bien de dire qu'il était revenu, et que ça ferait peut-être peur. Et ce qui va revenir comme un boomerang aussi sur Rigobert Song, ce sont toutes les déclarations à chaque fois d'avant-match, quand il disait on est fort, on est là, on est les Lions indomptables. Il rappelait effectivement qu'il y avait comme peut-être en faisant appel peut-être à quelque chose de mystique au-delà du football. Mais le football, il y a le terrain, il y a une réalité du terrain, et c'est pas toujours effectivement un coup du sort ou un coup de génie qui peut vous en sortir. Il y a le terrain effectivement, et ça aujourd'hui c'était criard que effectivement la fin de match contre la Gambie
n'a pas résolu les problèmes. Mais il faut quand même signaler aussi un très très bon Nigeria, parce que je pense que si on devait résumer la différence, c'est que d'un côté il y a Osimhen, de l'autre côté il y a Magri, parce que Osimhen effectivement aujourd'hui ne marque pas, mais toutes ces courses, qu'est-ce qu'elles ont dérangé la défense adverse. Et puis effectivement, quand on a des défenseurs qui n'ont pas la capacité de relancer vite, il y a toute cette différence, la différence rapidement coupée du reste de l'équipe. Et donc effectivement, si le ballon n'arrive pas devant, il n'y a pas de chance de marquer de but. Et justement, j'aimerais qu'on en parle de ce Nigeria. On va retrouver à nouveau Cédric Ferreira. Cédric, l'homme du match, c'est incontestablement Ademola Lookman. Et oui, Ademola Lookman qui a signé un doublé, donc il mérite ce titre d'homme du match. D'ailleurs, on note que sur le premier but, c'est Victor Osimhen qui lui fait une passe décisive après avoir mis sous pression la défense camerounaise. Victor Osimhen qui, lors du premier match de cette CAN, du Nigeria évidemment, avait reçu une passe décisive de Ademola Lookman. Ce sont les deux joueurs effectivement les plus dangereux du Nigeria. On parle beaucoup d'Ademola Lookman, mais c'est vrai que comme Hervé l'a dit, il faut souligner la performance de Victor Osimhen, car au-delà de cette passe décisive, son activité a été constamment un poison pour la défense camerounaise, un pressing incessant, que ce soit dans les phases offensives et même défensives. Il a eu un rôle très très crucial au-delà de son talent de vitesse, de percussion. Son remplacement défensif a été vraiment très précieux. Et c'est intéressant de noter ça parce qu'avant le tournoi, on plaçait le Nigeria comme l'une des équipes favorites avec un secteur offensif impressionnant. Et pour l'instant, ce qui m'a sauté aux yeux, moi en tout cas, c'est plutôt la rigoureuse organisation défensive, les lignes qui coulissent très très bien. Jusqu'ici, le Nigeria était une équipe à un but par match. Cette fois-ci, ils en ont marqué 2 contre le Cameroun. C'est peut-être aussi un signe que les Super Eagles prennent définitivement leur envol dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'il était sur tous les fronts, Victor Osimhen. Finalement, on a vu très peu de points faibles chez ces Super Eagles. Alors qu'il faut noter effectivement qu'ils ont entamé cette compétition pas dans les meilleures dispositions, avec un entraîneur qui était très contesté, même par la fédération nigériane, qui un temps a pensé le renvoyer, tout simplement parce qu'ils ont très très mal débuté les qualifications de la Coupe du Monde 2026, et ils ont fait 2 matchs nuls contre le Lesotho et le Zimbabwe. Donc c'est vrai qu'ils n'arrivaient pas en super favoris, mais c'est typiquement l'équipe qui se construit dans la compétition. Moi j'ai vraiment l'impression qu'ils montent en puissance par rapport au premier match. Ça n'a pas été un premier tour si évident que ça, mais ils ont gagné en solidité, c'est vrai, avec notamment Basset qui fait de très très gros matchs, l'ancien joueur de l'Ajax là, qui est très très bon. Il y a Onyeka aussi au milieu de terrain qui solidifie tout ça. Donc il y a la solidité, il y a Osimhen qui effectivement est un poison pour toutes les défenses, et puis il y a ces joueurs rapides qui sont presque interchangeables. Alors Lookman était là, il y a eu Simon aussi, parfois on voit Chukwueze aussi, donc il y a ces joueurs qui se ressemblent un peu, très rapides, capables de mettre à mal les défenses, ça va vite devant. Donc j'ai vraiment l'impression qu'un groupe est en train de naître. Et ça, évidemment, quand on voit ça, on se dit, ça peut sentir bon pour la suite. Évidemment, il faudra se méfier, il faudra confirmer. Mais pour l'instant, je sens ça dans ce Nigeria. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme ils n'ont pas eu d'adversité en face, c'est difficile de savoir sur quoi on peut jouer pour leur faire du mal. Mais c'est vrai qu'au-delà, en plus des noms que tu as cités, aussi Trostekong, qui semble retrouver une seconde jeunesse, très fort dans le duel, très fort dans l'impact. Et j'allais dire, jusqu'à sa sortie, ils ont trouvé un gardien. Parce que oui, qui est, je crois, sa 5e ou sa 6e sélection. Ça devait être sa 6e aujourd'hui. Et donc, en fait, il y a vraiment une équipe qui est en train de se construire. Donc, a priori... Il faudra voir d'ailleurs s'il sera là pour le quart de finale. Oui, c'est vrai parce qu'il a l'air effectivement assez touché. Il a pris assez touché. Bon, là aussi, l'avantage, c'est qu'ils ont face à eux un quart de finale où ils auront une équipe a priori plus à leur portée. Donc oui, effectivement, c'est un Nigeria qui peut aller une nouvelle fois sur le podium. Mais on l'avait dit, on n'en faisait pas des favoris effectivement ici par rapport à leurs prestations précédentes avant la compétition. Mais on sait qu'avec cette équipe-là, qui a quand même une histoire, c'est une grande équipe africaine, on connaissait les qualités offensives, on a découvert, comme l'a dit Cédric, des qualités défensives. C'est effectivement un bon cocktail pour aller loin, quoi. Et puis effectivement 15 podiums en 19 participations, donc c'est une équipe qui, quand elle sort des poules, en général, elle va loin. Voilà pour ce match Nigeria-Cameroun. On va maintenant revenir sur celui de l'Angola qui affrontait la Namibie. Les Namibiens qui, je le rappelle, jouaient leur premier 8e de finale en Coupe d'Afrique des Nations. Et en première période, ils n'ont pas été ridicules face à une équipe qui était quand même supérieure, mieux organisée et qui aura fini par l'emporter 3-0. Alors, il aurait pu y avoir un tournant dans ce match. Le carton rouge du gardien angolais Neblou dès la 16e minute du match. Oui, et je trouve que l'entraîneur angolais a une attitude assez surprenante
en choisissant de ne pas sortir d'attaquant. Habituellement, quand on a un carton rouge comme ça et qu'on doit remplacer un joueur pour mettre le gardien de but, on sort un attaquant. Mais lui, il a choisi de sortir un milieu de terrain pour démontrer que finalement, il allait sur un jeu beaucoup plus direct, mais qu'ils allaient continuer à essayer d'aller chercher un résultat. Et puis, il faut signaler quand même que c'est en infériorité numérique qu'ils ont ouvert le score, sur une très, très belle action collective. Donc oui, c'est une équipe qui avait choisi aujourd'hui d'être dominatrice et qui, malgré le sort contraire, et aller chercher le résultat. Il y a du talent, franchement, dans cette équipe angolaise. Quand on voit les buts marqués, que ce soit aujourd'hui, mais même ceux contre la Mauritanie, moi je vous invite à les revoir. J'ai l'impression qu'à eux tout seuls, là, les Angolais, ils peuvent nous faire un top 5 des plus beaux buts de la compétition. À chaque fois, c'est très joli. Le dernier but de Mabululu est magnifique. Oui, là, la frappe enroulée est superbe. D'ailleurs, c'est toute l'action, un des attaquants, je trouve, qui se révèle là. Enfin, même s'il est connu en Afrique, bien sûr, puisqu'il joue en Égypte, mais je veux dire, il se révèle dans cette compétition. Il y a Dalla, que je trouve excellent, un des meilleurs joueurs pour moi de la compétition, Gelson Dalla, qui joue au Qatar, donc on n'a pas l'habitude de le voir. Auteur d'un doublé, je le rappelle. Voilà, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Donc un super match, on est à 4 buts dans la compétition. On sent vraiment du talent dans cette équipe angolaise. Et c'est vrai que c'est assez agréable à voir jouer. Voilà, déjà. Donc on est assez content de les retrouver en quart de finale, malheureusement pour les Namibiens. Et je me dis que, voilà, on a parlé beaucoup du Nigeria, mais attention à cette équipe angolaise qui a des forces offensives. Attention derrière, je trouve que c'est assez friable et qu'elle fait quand même pas mal d'erreurs d'inattention. Ça aurait pu leur coûter cher d'ailleurs. Mais c'est vrai que sinon, les trois de devant, là, Gilberto, Mabululu et Dalla, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Oui, c'est vrai qu'ils ont une belle, un beau trio et même un quatuor offensif. Avec Freddy aussi, Freddy le capitaine. Et un bon match. Mais c'est vrai que derrière aussi, l'action qui amène l'expulsion est symptomatique de ces petites erreurs. Et effectivement, contre le Nigeria, ça peut être payé cash direct, mais c'est une équipe qui a fait un beau tournoi et qui mérite sa place en quart de finale. C'est absolument pas à voler. Alors c'est une équipe sur laquelle on n'aurait jamais parié, mais est-ce qu'elle a les billes pour aller en demi-finale ? Alors il faudra faire sans le gardien, que moi je trouvais plutôt bon, mais là il fait une assez grossière erreur, c'est vrai, sur son exclusion. Il ne s'attendait pas à être... C'est le réflexe du gardien. Voilà, il lève les mains et il touche le ballon. Donc ça, il faudra voir comment il le gère, parce que même si l'entrant a fait plutôt une bonne entrée, je crois qu'il joue en Suisse, dans les divisions inférieures en Suisse, il a fait une plutôt bonne entrée. Il faudra voir ça. Ensuite, on l'a dit, effectivement, pour moi la force c'est offensivement, et c'est ce coach portugais, Pedro Gonçalves, qui a donc effectivement un vrai plan de jeu. Et on l'a vu, on l'avait remarqué lors des premiers matchs. L'Angola qui avait fait un match nul contre l'Algérie. Et puis ensuite, ils avaient réussi à gagner contre la Mauritanie dans un match complètement fou, débridé. Si le match commence à devenir fou, par exemple face au Nigeria, je pense que le Nigeria est plus solide. Mais je pense que si le match devient fou, l'Angola a une carte à jouer. Il faut peut-être qu'ils rendent le match un peu fou. C'est vrai c'est vrai que le Nigeria aussi a une incertitude sur son gardien de but. Ouais. Donc finalement, peut-être que ça va se jouer là-dessus. Mais c'est vrai, a priori, quand même, le Nigeria va légèrement favori. Mais effectivement, sur un match qui peut devenir fou. Tu sais comment ça se passe pour les favoris depuis le début de la compétition. Oui, donc c'est pour ça que je dis légèrement favori. Après, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais je pense que le Nigeria va quand même légèrement favori. Mais c'est bien pour cette équipe angolaise qui n'était pas là lors de la précédente CAN et qui se retrouve en quart de finale. La première depuis 2010. Et qui a une équipe jeune aussi, donc une équipe qui est assez agréable à regarder jouer. Et donc effectivement, un quart de finale pour cette équipe, c'est déjà un exploit d'arriver en quart de finale. Voilà pour les matchs du jour. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à ceux de demain. L'Égypte affronte la République démocratique du Congo. Les Pharaons qui joueront donc sans Mohamed Salah, blessé contre une équipe, la RDC, qui n'a, comme l'Égypte, gagné aucun match en phase de groupe. Mais qui y croit quand même, puisqu'en face, les Égyptiens sont privés de leurs meilleurs joueurs et ne se sont pas montrés impressionnants jusqu'ici. On va écouter le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre. Je sais ce que représente Mohamed Salah, d'abord un exemple pour le pays. Donc beaucoup de confiance pour leur équipe, c'est sûr. Donc même s'ils ont des atouts, c'est sûr que voilà, Mohamed amène un plus à cette équipe qu'ils n'auront pas, mais ils ont quand même des capacités, comme on l'a vu sur les derniers matchs, pour répondre aussi. Hervé, est-ce que vous pensez que la RDC, ce sera une formalité pour l'Égypte, même sans Salah ?
Ce sera un match difficile parce que c'est vrai que la RDC n'a pas gagné, mais certains matchs, elle aurait mérité de gagner. L'Égypte m'a semblé beaucoup plus friable cette année qu'habituellement. Effectivement, ils jouent un peu plus haut, ils marquent plus de buts, mais ils en encaissent aussi. Donc, une équipe devra gagner. Même si c'est au tir au but cette fois-ci, ils n'auront pas le choix. Mais je pense que ce sont les deux équipes qui ont fait 3 matchs nuls s'affrontent. Moi, pour l'Égypte, c'est vrai que l'absence de Salah, je pense qu'on a vu que il devait faire avec de toute façon, et on a vu que d'ailleurs Salah était pas forcément à son aise en début de compétition. Moi, il y a une absence qui me fait un peu plus peur, c'est Achour au milieu, Imam Achour qui était le milieu de terrain, le numéro 8, qui a fait des très très bons matchs depuis le début de la compétition, qui visiblement sera forfait parce qu'il s'est blessé à l'entraînement. Donc ça va être un gros manque. En revanche, cette équipe égyptienne qui s'en sort avec 3 matchs nuls à l'arrache, etc., pour moi, elle est redoutable. Elle reste redoutable dans cette compétition. Elle a cette expérience-là. On sait que les autres équipes la craignent pour ça aussi. Ça ne leur fait pas peur d'aller au tir au but, même si le gardien titulaire ne sera pas là. Un forfait également. Le deuxième, Gabalski, il était bon sur penalty. Bon aussi sur penalty aussi. Donc il y a quand même, il y a quand même de très bons joueurs dans cette équipe égyptienne. Moi, je pense que l'Égypte est légèrement favorite face à la République démocratique du Congo, parce que c'est vrai que les Congolais n'ont pas montré grand-chose. Les Égyptiens non plus, vous allez me dire, mais sur l'expérience, sur l'habitude, voilà. Ils ont plus d'expérience. Je miserai sur l'Égypte. Et le match aura lieu demain à 21h à 18h. La Guinée équatoriale affrontera la Guinée. Le Nzalang national a très bien démarré la compétition. 2 victoires, 1 match nul. Même bilan pour la Guinée, mais avec une attaque un peu moins prolifique. En quelques mots, vous vous attendez à quel type de match demain ? Un match ouvert. Je pense que la Guinée équatoriale va aller chercher un résultat. Je les vois, je ne sais pas pourquoi, mais je les vois légèrement favoris aussi. Je les vois passer en quart. Les Guinéens, les Équato-Guinéens nous ont surpris. Alors ils vont peut-être effectivement continuer à nous surprendre avec le meilleur buteur de la compétition. Moi j'avais bien aimé le début de la compétition de la Guinée. Et c'est vrai que depuis, c'est un peu moins bien. Le dernier match, ils l'ont perdu sans vraiment le jouer. Il y a 2 forfaits importants aussi. Il y a Abdoulaye Touré et Moriba qui ne seront pas là côté guinéen. Donc ça peut peser dans la balance. Je sens quand même que l'équipe de Guinée équatoriale, elle a un plan de jeu très très clair. Elle sait ce qu'elle fait et elle le réalise plutôt bien. Donc moi, effectivement, comme Hervé, je pense que la Guinée équatoriale est légèrement favorite sur cette rencontre. Voilà, c'est la fin de ce journal de la CAN. Merci Hervé Kouamouo, merci François Pinet d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et on remercie également Cédric Ferreira qui était en direct depuis Abidjan. Retrouvez demain Benoît Perrochet pour un nouveau journal de la CAN.